Alors, évidemment, la pandémie de Covid-19 a eu un impact tout à fait considérable sur le marché des minerais et des métaux, que ce soit euh, les métaux industriels et les métaux précieux, avec des effets quand même largement différenciés, on imagine, entre l'industrie et ces fameux métaux précieux. Quels ont été ces effets? C'est relativement simple sur les métaux de base, donc ce qu'on appelle les métaux non ferreux, le cuivre, le zinc, l'aluminium, euh, le plomb, ainsi de suite. Il y a eu une chute massive des cours, une chute massive qui a commencé à partir de la mi-janvier et qui s'est maintenue. Il y a eu des phénomènes de pause, mais qui s'est maintenue aux alentours jusqu'à la troisième semaine de mars. Et cette chute était tout à fait logique. On a une activité mondiale, une activité manufacturière qui est à l'arrêt en raison du confinement, avec d'énormes doutes sur ce que sera la croissance économique en 2020. Et ces métaux de base sont bien évidemment totalement dépendants de cette demande. Donc moins de demande des secteurs manufacturiers veut dire moins de demande pour les métaux, et donc effondrement des prix, sachant qu'il y a eu un effet sur l'offre, hein, des usines métallurgiques se sont arrêtées, mais l'effet de demande a été bien supérieur. Donc, si on regarde la période qui va du 1er janvier, disons au 1er mai, on est sur des chutes qui sont entre moins 15 et moins 20%, avec un rebond néanmoins, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, à partir de la fin mars et puis du mois d'avril, ce qui a permis d'alléger ces pertes, mais on a pu aller jusqu'à des moins 30%. Donc ça, c'est vrai pour les métaux non ferreux, c'est vrai également pour le fer et pour le minerai de fer, même si le minerai de fer a connu finalement une résilience assez intéressante dans ce contexte, assez intéressante, mais on ne peut pas s'en féliciter néanmoins, puisque le minerai de fer a eu cette particularité à partir de janvier 2019 d'être contraint sur l'offre. Il y a eu la rupture du barrage de Brumadinho au Brésil. Il y a eu un certain nombre d'événements climatiques, donc des inondations au Brésil, mais également des cyclones en Australie. Et donc, c'est pour ça, finalement, que parce qu'il y avait une offre qui était contrainte, face à cette baisse de la demande, le minerai de fer, même s'il a reculé, s'est plutôt bien comporté. Sur les métaux précieux, il faut, je crois, de plus en plus désagréger cette grande famille. Parce que si c'est une famille, elle est très peu unie. Il y avait d'un côté l'or, il y avait de l'autre côté ce qu'on appelle les platinoïdes, donc platine, palladium et puis rhodium. Et puis, entre ces platinoïdes et l'or, un métal soi-disant précieux, l'argent, qui ne savait pas trop se positionner. Alors, le platine a chuté, puisque le platine, c'est un métal qui est très largement dépendant de l'industrie automobile. Donc, son prix a très fortement chuté, au-delà de 30% sur certaines périodes par rapport à début janvier. Pour le palladium, il s'est bien comporté sur la période, puisqu'on est à moins 1%, donc ce qui est tout à fait remarquable. Sauf qu'il a eu une chute quand même très importante. Donc c'est l'effet rebond l'effet rebond en avril, qui lui a permis d'avoir cette performance tout à fait honorable. L'or, sans surprise, s'est bien comporté. Pourquoi? Parce qu'il y a une incertitude géopolitique majeure, et donc les investisseurs se sont, entre guillemets, rués vers ce qu'on appelle la valeur refuge. Ils ont été aidés dans leur démarche par l'abaissement massif des taux d'intérêt des banques centrales. Il faut savoir effectivement que dans une logique de placement, l'or est pénalisé lorsque les taux d'intérêt sont relativement élevés. Un investisseur va choisir parmi les actifs sûrs entre les actifs monétaires et par exemple l'or. Mais dès lors qu'il y a un taux d'intérêt relativement élevé, les titres monétaires sont plus intéressants. Cet effet-là n'était pas présent puisqu'il y avait cette baisse des taux d'intérêt, et donc l'or, évidemment, a profité de cette situation. Donc on voit au final, si je résume un peu mon propos, que quasiment tous les métaux ont chuté dans cette période, avec un effet rebond en avril, dans des logiques un peu différenciées en fonction du degré de résilience, et puis de l'autre côté, évidemment, l'or qui se porte bien. Alors évidemment, cette pandémie de Covid-19 pose la question des effets macroéconomiques. Alors, tous les pays, notamment les pays africains qui sont exportateurs de minerais qui dépendent de ces métaux, seront impactés. J'ai
évidemment en tête la Guinée, qui a de grandes ambitions sur la bauxite, mais également sur l'alumine, qui est un produit intermédiaire entre la bauxite et l'aluminium primaire. Et donc on voit qu'il y a un marché de l'alumine qui est en excédent, donc ça, c'est pas très favorable. Donc ça, c'est un effet macroéconomique direct, et puis il y a les effets macroéconomiques indirects liés à la récession mondiale, ou en tout cas la situation macroéconomique mondiale qui sera tout à fait compliquée. Tout le monde, évidemment, s'interroge sur l'avant Covid-19 et l'après. J'ai la prétention de penser que, au regard uniquement des minerais et des métaux, il ne va pas y avoir de changement majeur. C'est-à-dire que les dynamiques qui ont structuré ces différents marchés avant le Covid-19 resteront les dynamiques qui structureront les marchés après le Covid-19. Et ces dynamiques, je vais en lister quelques-unes. D'abord, la première, c'est un besoin de flexibilité, me semble-t-il, sur le marché des minerais. Les minerais sont historiquement structurés autour de contrats long terme à prix fixe, mais dans un contexte de crise, il est probable que les acheteurs et les vendeurs, mais surtout les acheteurs, aient une volonté de ne pas s'engager sur le long terme, d'ajuster en fait les volumes à leurs besoins. Donc je pense qu'on ira vers une mutation, enfin on prolongera cette dynamique de mutation des contrats vers plus de court terme, ce qui pourrait entraîner une forme de ce que j'appelle spotification et peut-être de financiarisation. Ça, c'est la deuxième dynamique. On voit qu'il y a beaucoup de marchés à terme sur les métaux de base, et il me semble qu'on verra des contrats à terme apparaître. Ça a été le cas sur l'alumine à Chicago. Chicago, en 2018, a lancé un contrat sur l'alumine. Le LME a fait la même chose en 2019, et je pense que la Chine va prendre son essor, va se développer sur ce schéma-là. La troisième dynamique, au-delà de cette flexibilité, au-delà de cette financiarisation, c'est le rôle naturellement de l'environnement. En 2019, l'environnement sous toutes ses dimensions a eu un impact important. D'abord en amont, il y a beaucoup d'activités extractives qui ont été plus ou moins perturbées par des événements climatiques. Donc j'en évoquais quelques-unes autour des pluies abondantes, autour des tornades, mais également la sécheresse. La sécheresse au Chili a pu avoir un impact sur le cuivre. Donc tout ça, ça va continuer à structurer l'industrie minière et l'industrie métallurgique, avec évidemment un point clé qui est le fait de moins consommer, d'être efficient en termes de consommation des intrants, donc à la fois en termes d'eau, en termes d'électricité. Et puis si on va tout en bas de la filière, je pense qu'il va y avoir aussi, il y a déjà une demande pour plus de traçabilité, plus de vertu environnementale dans les métaux, et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives autour de l'aluminium bas carbone. C'est aussi une façon pour les producteurs historiques d'aluminium de répondre à la concurrence chinoise. Dernier élément structurant qu'il faudra regarder dans la filière des minerais et métaux, c'est ce que j'appelle la décommoditisation. Dans une logique de crise financière, de crise économique, les matières premières, évidemment, ne se comportent pas très bien. Donc, on va chercher à développer des stratégies de niche autour de la qualité. Donc, on va essayer de sortir de ces mécanismes économiques qui caractérisent les commodités. Et c'est ce que j'entends par décommoditisation. Donc, il faudra regarder ça, notamment sur l'aluminium. Voilà en substance ce que l'on peut dire à la fois sur la conjoncture et les éléments structurels sur les marchés des minerais et des métaux avant et après le Covid-19. Merci.